Bonjour Saül Lopez. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du développement international, mais également en charge des affaires de politique publique chez Zunder, donc un opérateur espagnol qui est implanté dans plusieurs pays d'Europe sur tous les sujets de recharge ultra rapide. Bienvenue à vous. Merci. On est ici sur le salon Drive to Zero, c'est le salon de la mobilité décarbonée en France pour les acteurs aussi bien privés que publics. D'abord, vous, Zunder, est-ce que vous pouvez me présenter l'entreprise en quelques mots et puis surtout me dire un peu quelle est votre ambition sur le territoire français? Bien sûr. Alors Zunder est un opérateur d'infrastructures de recharge ultra rapide né en Espagne il y a déjà 8 ans, en 2017. On a parcouru pas mal de chemin depuis. On a d'abord créé notre réseau en Espagne, on a un bon maillage, plus de 150 stations de recharge ultra rapide aujourd'hui en Espagne. Et il y a 2-3 ans, on a décidé de s'attaquer aux pays voisins, au marché des pays voisins, donc notamment le Portugal et la France. Aujourd'hui, on vise aussi le marché en Belgique. Et donc, c'est là que s'inscrit notre effort de développement. On construit des stations et on veut mailler les territoires de nos pays voisins. On s'attaque au Portugal, à la France, à la Belgique. Et en même temps, parce que quelque part, c'est aussi lié, les efforts de déployer, de faire croître une société comme Zunder et de pouvoir s'inscrire dans des efforts de décarbonation de la mobilité dans ces pays, fait qu'en même temps, les relations institutionnelles et les relations avec les décideurs politiques dans ces pays est également importante. Donc voilà le pourquoi de cette mixité de rôles. Ce qui est assez surprenant, vous dites que ça s'est créé en 2017. Oui. Dès le début, vous étiez sur des sujets de recharge ultra rapide, c'est-à-dire qu'il y avait cette ambition en 2017? Absolument. Évidemment, la technologie a beaucoup évolué également pendant ces années. En 2017, la recharge rapide, ultra rapide, c'était 50 kW. Aujourd'hui, on n'installe que très rarement des bornes qui proposent des puissances inférieures à 400 kW. Et quand on le fait, généralement, c'est la demande du client, c'est une nécessité particulière de l'endroit où on déploie. Si c'était que notre choix à nous, on installerait 400 kW et plus partout. On est vraiment convaincu que c'est un des piliers sur lesquels la mobilité électrique peut se déployer. C'est-à-dire que vous vous dites qu'il y a soit de la recharge en entreprise ou au domicile, soit de la recharge ultra rapide quand on est sur du public, quoi? Il y a effectivement aussi un certain secteur qui aura besoin d'une recharge rapide, mais pas si rapide que ça. Disons que ce n'est pas le sujet où on veut être spécialisé, ce n'est pas là où on veut miser. Finalement, il y a tout un marché là aussi du poids lourd électrique qui est en train de se développer à une vitesse assez impressionnante depuis quelques années. Quand vous avez parlé du maillage au niveau des différents pays européens voisins, j'ai tout de suite pensé à ça. Ce qui est visé, c'est un peu ça, c'est le transport de fret? Oui. D'accord. Absolument. Et donc à travers ça, réussir à avoir pour les grands transporteurs des solutions concrètes pour pouvoir se recharger un petit peu partout sur leur route et sur leurs itinéraires de logistique. C'est tout à fait ça. Nous, je nous définis toujours comme spécialiste de la recharge ultra rapide. Donc évidemment, c'est valable pour les voitures. Les gens ont besoin de se déplacer, ils vont partir en vacances, ils vont faire des déplacements professionnels. Ils ont besoin de recharge rapide, que ce soit particulier ou VTC, taxi, etc. Mais ces mêmes bornes, elles sont aussi capables de donner ces solutions de recharge rapide ou poids lourd. Et il y a de nombreuses stations Zunder en Espagne et en France qui sont déjà aujourd'hui compatibles pour les deux. Donc une même station, un même site où l'on construit une grosse station équipée d'une douzaine, quinzaine, vingtaine de bornes ultra rapides peut être séparé. On peut avoir les flux véhicules légers d'un côté et le flux véhicule poids lourd de l'autre. Un peu comme pour le thermique là aujourd'hui. Exactement, c'est un peu comme les aires de service. D'ailleurs, nous allons commencer à être présents dans les aires de service aussi du côté poids lourd, car nous avons récemment remporté certains appels d'offres et nous construisons aujourd'hui des stations de recharge spécifiques poids lourd sur les aires de service d'autoroute. Donc sur des aires de service existantes avec du thermique, de l'essence, du diesel ou autre, on va venir intégrer par-dessus maintenant de la recharge ultra rapide en supplément sur le côté. Exactement. C'est pour ça peut-être en remplacement dans un second temps. En remplacement, on espère. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'on aime toujours rappeler qu'on s'inscrit vraiment dans un effort de décarbonation des transports. C'est pas juste les gens qui ont leur voiture et qui vont partir en vacances avec. C'est que vraiment le transport de marchandises, le fret doit... C'est là que ça se passe. Niveau volume, émissions de CO2, etc., c'est surtout là qu'il faut attaquer aussi le marché. Sinon, la décarbonation des transports ne sera jamais complète. Quand on parle de décarbonisation du transport terrestre, il y a le transport évidemment de voyageurs, absolument, mais il y a de manière très importante le transport de marchandises. Exactement. Aujourd'hui, alors aussi bien sur les modèles qui commencent à sortir sur le marché des poids lourds que sur l'adoption par les entreprises de logistique, est-ce que vous pensez qu'on est au bon rythme? J'ai toujours été très ambitieux, donc pour moi la réponse est non. Ça traîne, c'est trop long.
Mais c'est vrai que quelque part, il faut aussi penser aux sociétés. Toutes les entreprises n'ont pas la trésorerie suffisante pour d'un coup comme ça, du jour au lendemain, avec une baguette magique, remplacer toute leur flotte de véhicules par de l'électrique 100%. C'est très coûteux. Il faut une transition organisée, ordonnée, il faut un process, ça prend du temps, c'est normal, on comprend. Et nous, on est là pour accompagner. Et on est en consultation en permanence avec les constructeurs de camions, on est en consultation avec les transporteurs et les logisticiens pour rester à l'écoute, être force de proposition, savoir quels sont leurs besoins. Il y a certaines routes prioritaires qui veulent électrifier d'abord, d'autres viendront après. On est là avec eux, on les accompagne et on propose des solutions. Et pour les constructeurs de camions, il y a assez de modèles aujourd'hui qui sortent selon vous? Pareil, je refais de nouveau mais on a, non, mais c'est-à-dire qu'on a de ambitions. quoi faire, alors peut-être disons pas assez, mais il y a de quoi faire pour voilà, une entreprise de logistique qui veut passer peut-être pas au 100% électrique, mais oui, qui absolument. veut avancer. Et il y a tous les modèles. Hein. Il y a le gros poids lourd, le tracteur qui va venir accrocher les semi-remorques 40 tonnes, etc. Il y a les camions porteurs, les deux axes, les trois axes. On peut aujourd'hui électrifier toute une chaîne logistique? Oui, c'est tout à fait possible. Même jusqu'à la distribution urbaine avec petits fourgons VUL petite taille. Vous qui avez un peu les yeux, le nez, aussi bien en Espagne, au Portugal, en France, dans les pays voisins, est-ce que vous pensez qu'ici en France, on va assez loin en matière de politique publique sur l'électrification et notamment, encore une fois, sur l'électrification poids lourd? La France est un des élèves avantageux en Europe. Parce qu'il y a eu un effort réglementaire assez précis, assez bien déployé, à temps surtout, parce qu'il y a eu un décret qui a été publié il y a quelques années qui a obligé toutes les concessions autoroutières, toutes les autoroutes à équiper les aires de service en infrastructure de recharge, etc. Ça a beaucoup évolué, ça a bien avancé grâce à ça, mais il faut continuer. Là, le principal problème que je vois, et ce n'est pas qu'en France, c'est les hésitations. C'est les changements de cap. C'est là aujourd'hui on commence à me dire que non, qu'on va remettre dans 2 ans, je ne sais pas quel objectif. Ou alors que peut-être on va remettre en cause l'objectif 2030. Ou alors qu'on va diminuer les aides ici et puis elles reviennent et puis elles redisparaissent. C'est ces hésitations, ces changements de direction qui font que tout ralentisse. Est-ce que c'est des hésitations ou est-ce que c'est des adaptations à des problèmes économiques, une conjoncture économique qui n'est peut-être pas au rendez-vous en ce moment? Mon avis, c'est que c'est des hésitations. Parce qu'il y a effectivement des enjeux économiques. Les véhicules électriques sont toujours très onéreux pour la plupart de la population. Il y a beaucoup de monde qui ne peut pas se permettre l'achat d'une voiture électrique ou un transporteur, une petite société, une PME qui ne peut pas investir sur du poids lourd électrique. C'est normal. Mais ce qu'il faut faire, c'est aller voir ces gens, voir de quoi ils ont besoin, mettre en place des incitations et les accompagnements économiques nécessaires pour que tout le monde puisse évoluer et personne décroche. Et non pas mettre des coups de frein sur les objectifs dont tout le monde a besoin. Parce que rappelons-le, en fait, au final, c'est la planète et la santé à chacun d'entre nous qui est en jeu. Il ne faut pas prendre les choses à la légère, c'est vraiment une nécessité de l'humanité. Et là, je parle dans la philosophie, la grandeur d'idée, etc. Mais c'est un peu ça. Je veux dire, il faut prendre soin de nous et de notre planète. Et il n'y a pas d'autres technologies aujourd'hui qui nous permettent d'éliminer les pots d'échappement et d'éliminer les gaz d'effet de serre. Alors, économiquement, est-ce qu'aujourd'hui, la logistique, parce qu'on voit bien sur la partie particulier, les véhicules particuliers, on réussit assez facilement à démontrer que c'est rentable, même pas sur le long terme d'ailleurs, puisqu'on a plus de 60% des véhicules particuliers qui sont pris en leasing en France. Donc en fait, quand on paye mensuellement et qu'on paye moins d'essence et qu'on prend de l'électricité, etc., on est largement rentable dès le début quand on passe à l'électrique en tant que particulier. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au niveau de la logistique lourde? La logistique lourde, c'est différent. Déjà, les prix, évidemment, pour un particulier peuvent sembler stratosphériques. Un poids lourd électrique peut coûter 200 000 €, parfois plus, parfois moins. Quand on parle de chiffres comme ça aux gens, ils se disent c'est impossible. Mais il faut aussi penser au fait que ces flottes professionnelles, ils travaillent toutes avec un tableau Excel ou équivalent pour faire une très belle analyse très précise de la rentabilité de chaque cas de figure pour voir quels sont les frais qu'ils peuvent diminuer, etc. Ils ne pensent jamais juste au prix d'achat, mais ils parlent de TCO, le Total Cost of Ownership, donc exactement. Le coût total de possession du véhicule. Et donc ils vont voir qu'il y a des énormes économies à faire dans la recharge électrique parce que les tarifs du kilowattheure consommé par les poids lourds et l'efficience énergétique des poids lourds eux-mêmes, j'aime rappeler toujours, j'aimerais bien transmettre cette image, en fait, un thermique, que ce soit une voiture ou un poids lourd, c'est un énorme radiateur. C'est-à-dire que 50% de l'énergie contenue dans le carburant est perdue sous forme de chaleur. Il ne faut pas l'oublier.
chose qui n'arrive pas dans les voitures électriques ou dans les camions électriques parce que plus de 92-95% de l'énergie des kilowattheures qui viennent de la batterie est utilisée pour en effet mécaniquement faire bouger les roues du véhicule. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Il y a moins de perte d'énergie. Voilà, beaucoup moins de perte d'énergie, c'est beaucoup plus efficient et donc certes le coût d'achat est plus élevé, mais à la longue, et ça les transporteurs c'est quoi la longue? Ça dépend du type de véhicule. Un énorme poids lourd, ça fera sur 5-10 ans, les autres peut-être sur moins. Ça dépend aussi des routes à faire, ça dépend des marchandises et des coûts de transport. D'accord, on n'a pas une moyenne européenne ou française sur le sujet? C'est difficile à tirer une moyenne. Mais toujours est-il, vous vous dites aujourd'hui de ce que vous voyez, de toute façon le total cost of ownership reste plus avantageux même sur du poids lourd. Effectivement. Peut-être une dernière question, on est ici sur le salon Drive to Zero, le salon de la mobilité décarbonée, avec les acteurs publics et privés de la mobilité décarbonée. Vous, votre vision européenne sur la mobilité aussi bien professionnelle que personnelle, comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on réussit à interagir entre les pouvoirs publics, privés, etc. Est-ce qu'il y a assez de collaboration entre les territoires et les entreprises du secteur de la mobilité? Alors je dirais que la situation est plutôt pas mal, mais il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut continuer à parler ensemble, à établir des schémas directeurs qui tracent la route et surtout ne pas les changer. Au moins avoir des plans de 3, 4, 5 ans de durée, que tout le monde sache où on doit aller, quel est l'objectif d'ici 5 ans, que tout le monde travaille ensemble. Et là, on va pouvoir avancer de façon soutenue, sans surprise. C'est vraiment les changements d'objectifs, je mets en pause, je reporte de 2 ans. C'est ce genre de choses qui ralentit et qui nuit à la transition vers la mobilité décarbonée. C'est vraiment très important de tenir la route. Merci beaucoup Saúl Lopez, responsable du développement international et des relations et politiques publiques pour Zunder. Bon salon à vous. Merci beaucoup.